Bon, personne ne rit, bien sûr. Bonjour, bienvenue à tous. Nous arrivons au terme de cette journée live du salon SME Online, en partenariat avec le Figaro Entrepreneur. Donc, les 12 mois de crise sanitaire que nous venons de traverser ont été éprouvants pour tous, et en particulier pour les freelances, les dirigeants de TPE et les créateurs d'entreprises. Alors, l'entrepreneur, en fait, est toujours le premier commercial de son entreprise, même s'il n'a pas une trajectoire qui le conduit à exercer ses fonctions commerciales. Et en particulier, pendant cette période de pandémie, là, ça a été vraiment très, très compliqué probablement pour beaucoup d'entre eux de s'improviser commercial. Donc, c'est savoir comment on peut endosser ce costume, comment on peut s'y prendre pour vendre quand on n'en a pas forcément l'habitude, et comment aussi peut-être se former, progresser, et finalement de devenir le bon vendeur, le meilleur vendeur de sa propre entreprise. Alors souvent, ça veut dire qu'il faut sortir peut-être de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, comment peut-on faire concrètement? Nous aurons aujourd'hui donc 2 entrepreneurs et un expert qui partageront leurs conseils, leurs bonnes pratiques pour vous aider justement à endosser ce costume de commercial. Donc je vous rappelle que les conférences sont enregistrées en audio, qu'elles peuvent être ensuite écoutées sur le site du salon SME Online dans les prochaines semaines. Et également, si vous aimez cette conférence, n'oubliez pas de le faire savoir avec le hashtag Salon SME ou sur la page Facebook du salon. Nos invités, Adrien Chaltiel, d'une part, qui est dirigeant et cofondateur d'Eldorado.co, qui est une plateforme de financement pour start-up. Donc, Adrien, vous avez créé plusieurs entreprises dans les médias, les ressources humaines, la communication digitale, que vous avez vendues. Vous êtes aujourd'hui investisseur, mentor pour épauler d'autres entrepreneurs. Et vous êtes également l'auteur d'un livre paru chez Vuibert, donc il y a quelques semaines, Obtenez les meilleurs financements pour votre projet. Émilie Combeau, vous êtes fondatrice de Encart Studio, donc vous êtes lancée il y a 1 an, donc dans une période pas forcément facile pour créer sa boîte. Et auparavant, vous avez eu une carrière de plus de 15 ans en tant qu'assistante de direction, vous avez différentes fonctions de différentes entreprises, et puis vous avez pris ce virage à 90 degrés vraiment vers l'art et la culture avec Encart Studio, qui est un studio créatif dont les images peuvent se retrouver sur des cartes postales personnalisées, des affiches, des tote bags, donc c'est de la carterie d'art. Et enfin, Sylvie Esposito, vous êtes coach et consultante. Donc, vous intervenez dans l'organisation et le marketing, la relation client et commerciale, ainsi qu'un management. Et vous êtes l'auteur avec Brigitte Bossua et Georges Etès de l'ouvrage Objectif Satisfaction Client, qui est paru en 2020 chez Duno. La première question, toute bête, je dirais, pour Adrien. Votre premier client, comment l'avez-vous convaincu? Est-ce que vous vous souvenez de la première négociation dont vous êtes sorti peut-être tout tremblotant ou en sueur, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu un moment comme ça, un peu, une sorte de baptême du feu qui s'est, je l'espère, bien terminé? Oui, je pense, puisque si j'en suis là, c'est que j'ai pu en convaincre d'autres. Et puis, merci déjà de l'invitation et merci de la présentation, Bruno. Enchanté à toutes et tous. Et du coup, oui, effectivement, mon premier client. Donc moi, j'étais encore étudiant à la fac. J'étais à la fac de droit et puis j'ai créé des éditions étudiantes, des journaux étudiants, notamment en droit, en sciences sociales et sciences économiques. Et mon premier client, je l'ai convaincu un peu au culot, c'est-à-dire que je sortais des journaux étudiants, c'était des éditeurs, des gros éditeurs qui existent en droit ou en sciences économiques, et ils ne croyaient pas trop au projet. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais payer le premier exemplaire, le premier numéro de mes éditions. J'ai mis même des fausses pubs dedans, j'ai offert des encarts publicitaires parce que c'était un modèle économique de vente de publicité. Et je l'ai tiré avec mon argent et j'ai dit à l'imprimeur, je vous rembourse les frais d'impression du premier numéro en commercialisant les espaces pubs du deuxième numéro. Il m'a fait confiance et je suis retourné voir ce premier prospect qui est devenu client en disant, vous voyez, c'est joli, c'est bien fait, il y a d'autres annonceurs qui sont dedans, donc il faut que vous soyez dedans, ce serait complètement anormal que vous ne soyez pas dedans. Et donc, ce qui l'a convaincu, c'est la qualité du travail. Et donc, les clients, généralement, c'est un peu l'expression un peu bête de « je vois que ce que je crois ». Donc, il faut vraiment leur montrer, les appâter avec. Ouais. C'est un peu tout le monde, hein, mais c'est le bien, le service qu'on développe, il faut le montrer, il faut que ce soit palpable. L'audience qu'on a, il faut qu'elle soit mesurable, etc.
quand on a son premier client, il faut vendre du rêve. Et puis, il faut aussi créer une sorte de ce qu'on appelle le FOMO. Les Américains aiment bien ce mot, qui s'appelle, ça veut dire Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de ne pas être dedans. Et donc, en ayant des annonceurs offerts dans les premiers numéros de mes journaux, j'ai créé un peu de l'envie des autres, notamment des concurrents ou autres, de se mettre dedans et puis cette fois de payer et puis de faire un peu des enchères derrière sur des espaces publicitaires. C'était mon expérience, ça a été plutôt heureux parce qu'après je suis allé monétiser avec d'autres catégories. Alors, cette première expérience, c'est un pari un peu culotté que vous avez pris et que vous avez gagné finalement. On va dire ça, oui. C'était un peu avec le culot et puis donner l'envie. Quand on démarre et son premier client, c'est difficile de donner envie quand on n'a pas encore beaucoup matérialisé le projet. Donc, essayons de le faire en vendant du rêve un maximum aux prospects. Et vous, Emeline, votre premier client, je ne sais pas si le premier client dans Regard Studio Alors, c'est marrant parce qu'on a l'impression d'être dans deux mondes un peu différents parce que là, pour le coup, donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager mon expérience, même si elle n'a pas beaucoup de recul, mais en tout cas, voilà. Elle est toujours bonne à prendre pour tout le monde. Non, mais c'est vrai que c'est bien aussi que les gens voient comment c'est au démarrage et puis voilà. Et après, c'est vrai que moi, les premiers clients, c'est assez étrange puisqu'ils étaient en physique, un petit peu brutalement, puisque je devais uniquement être sur un business model e-commerce et qui, comme je vous le disais en introduction, en off, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, c'est-à-dire que le Covid est passé par là. Donc, j'avais lancé une campagne Ulule en mars qui s'est littéralement effondrée. Et donc, ça a été assez dur de rebondir dans la tête. C'est un projet que j'ai quand même dans l'envie depuis quasiment 1 an et demi. Et donc voilà, donc il m'a fallu vraiment tout de suite, et comme disait Sylvie, l'atout majeur c'est la réaction. Et là, vraiment tout de suite la réflexion, parce qu'il faut savoir que dans mon métier, donc c'est de la carterie d'art, donc c'est-à-dire que le cœur du métier de Rancard Studio, c'est de commercialiser des cartes qui ont été réalisées par des illustrateurs d'un côté et des imprimeurs locaux de l'autre pour avoir vraiment la plus belle offre possible. C'est vraiment du haut de gamme, on va dire. Et donc voilà, donc le projet de base c'est ça. Et puis là, tout d'un coup, tout s'arrête et il faut faire quelque chose. Donc, j'ai rebondi et j'ai intégré une boutique de créateurs là, dans la ville dans laquelle j'habite qui s'appelle Morlaix. Et là, ça veut dire qu'il a fallu faire de la production. Et ouais, mais moi, j'avais personne sous le coude, j'avais pas d'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bon, je vais aller séduire des illustrateurs et des imprimeurs, puis on va essayer de travailler ensemble sur des prototypes. Et puis comme ça, je vais essayer de faire des premiers produits. Et ça a démarré comme ça. Et j'ai été les séduire. Alors, c'est pas des clients, c'est des prestataires ou des collaborateurs, des partenariats. Mais ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers modèles. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, il va falloir faire de la production moi-même. Donc, j'ai acheté des licences à des artistes qui coûte quand même relativement moins cher quand vous passez sur des plateformes. Et j'ai fait de la production moi-même. Donc, je me suis totalement investie. J'ai investi dans du matériel professionnel et j'ai fait ma propre collection. Et ça m'a permis de fournir la première boutique. Et c'est là que j'ai rencontré mes premiers clients qui, potentiellement, normalement, auraient dû être sur Internet et via mon site et qui, finalement, se sont transformés en clients physiques. Et puis, voilà. Et puis après, moi, ma première relation client, c'est toujours un plaisir parce que je parle beaucoup trop de toute façon. Non, mais en fait, j'ai une base de formation en tech de con, ce que je disais, enfin technique de commercialisation, pardon. Donc, je connais assez bien ce domaine et j'ai traversé pas mal de jobs pour me permettre une certaine assise à ce niveau-là. Mais en fait, moi, j'y vais carrément à l'instant, je dois le dire. J'aime en fait le commercial dans le partage. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est lié à ma personnalité aussi, et à mon activité. Parce qu'on est sur un produit qui est quand même hyper affectif. On est sur un produit qui est basé sur l'émotionnel. Je ne vends pas des pièces détachées de matériel agricole, même si c'est tout à fait honorable, mais en tout cas, c'est pas mon domaine. Et du coup, là, je peux totalement jouer sur les émotions des gens et c'est ça, en fait, c'est ma petite technique. Voilà. Donc, ça s'est très, très bien passé. Et d'ailleurs, je développe de plus en plus de points de vente. Mon site est en ligne. Enfin, voilà, ça se développe vraiment assez bien. Adrien, à votre avis, quelle qualité aviez-vous justement pour vendre et quelle qualité peut-être vous manquait et que vous avez pu compenser? Oui, évidemment, la meilleure qualité, et puis bon, que ce soit un commercial ou une personne qui est en charge des opérations commerciales ou un dirigeant d'entreprise, je pense qu'elle est double, c'est la capacité d'adaptation en fonction des besoins des clients, donc vraiment être à l'écoute, la capacité d'écoute. Un commercial généralement junior ou qui commence dans le métier, il va respecter à la lettre les discours, les prix, les réponses aux objections, etc. qu'on lui a fournis.
Mais un bon commercial, c'est quelqu'un qui va très rapidement adapter son discours en fonction du besoin de ses clients et adapter du coup ce pitch qu'on peut avoir au démarrage de sa vie d'entrepreneur ou de commercial en entreprise. Et donc la capacité d'adaptation. Et je pense aussi ce qui est assez intéressant, c'est la résilience, c'est-à-dire il y a toujours une opportunité commerciale qui pourra se dessiner. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 2 ans. Et donc, il faut avoir une bonne capacité de suivre ses clients. Pour ça, il faut être bien équipé, notamment un CRM, des outils, parce qu'on ne peut pas tout avoir en tête. Et il faut avoir des relances, des outils qui permettent d'avoir des relances. Et ces 2 bonnes qualités, c'est mon humble avis. Oui, après, personnellement, je ne les avais pas au démarrage, donc je les ai appris au fur et à mesure des projets. La bonne humeur, l'enthousiasme, etc. Tout ça, c'est des choses assez naturelles qu'on doit dégager quand on vend, parce que si on est de mauvaise humeur et qu'on n'est pas sympa, forcément, vendre un produit ou un service, ça peut paraître un peu compliqué. C'est mon avis et je ne sais pas s'il est partagé. Complètement. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que la première qualité, c'est vraiment l'adaptabilité. La réactivité, et je crois qu'il faut être tout le temps au taquet, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, il faut avoir les yeux et les oreilles grands ouverts sur tout ce qui se passe autour de son entreprise, que ce soit d'ailleurs la clientèle, mais aussi les partenaires. C'est hyper important, je crois, de nouer un vrai rapport comme ça d'échange pour vraiment être au plus près de ce qui se passe pour votre activité, quoi. Ça me paraît l'essentiel. Après, il y a les qualités techniques, ça c'est évident. Je pensais plutôt aux qualités humaines, effectivement. Voilà. Ouais, moi, c'est parce que c'est plus mon leitmotiv et que je sais que j'ai les bases, donc forcément c'est plus simple pour moi parce que j'ai juste à me concentrer, je dirais, sur le rapport à l'autre, ou en tout cas, ou comme disait très bien Adrien aussi, mettre en place évidemment tous les outils qui sont quand même aujourd'hui assez incroyables. On a un panel d'outils à notre. On va y revenir. Là, c'est fou, enfin c'est vrai. Mais je pense que quand même en amont, c'est quand même important d'être curieux parce que je crois qu'il faut avoir glané un maximum d'informations, de se faire aider aussi. Il ne faut pas avoir honte de se faire aider, c'est hyper important. Mais on y reviendra après parce que je voudrais revenir sur la conférence qui a eu lieu juste avant que Monique a donnée. Parce que je crois que l'avant-projet, ça aussi, c'est un peu essentiel pour préparer la suite. Mais voilà. Merci. Sylvie, justement, alors quelles qualités effectivement humaines ou de caractère il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir un tempérament particulier ou est-ce qu'on peut se forcer sa nature pour être un bon vendeur, au-delà de maîtriser les techniques dont on parlera, mais est-ce qu'il y a vraiment un profil psychologique particulier pour être un bon commercial? Alors, on est déjà ravis d'intervenir et d'être avec vous ce soir. Moi, je vais vous rassurer de suite. En fait, dans ce que j'entends comme si c'était un peu de l'ordre de l'inné. Et non, c'est bien de l'ordre de l'acquis. En fait, la compétence commerciale, elle s'apprend. Alors, d'abord, par la technique, Ameline et Adrien n'en ont pas parlé, mais il y a bien des techniques qui sont utiles, mais je dirais qu'ils viennent en soutien. C'est-à-dire que, comme disait Adrien, il faut répondre aux besoins, mais pour répondre aux besoins, il faut connaître ses besoins. Et pour connaître les besoins, il faut savoir poser les bonnes questions. Donc ça, on est bien dans l'ordre de la technique. Pour conclure une vente, il faut argumenter d'une certaine façon. Donc on est bien dans l'ordre de la technique, et ça s'apprend. En revanche, je les rejoins tout à fait sur les compétences, alors moi j'appelle ça les compétences personnelles, à la fois de confiance en soi, de ténacité. En fait, un bon commercial ou un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'encaisser le non. Enfin, alors, j'ai eu beaucoup de fonctions commerciales et parmi mes meilleurs commerciaux, ils avaient des taux de concrétisation à 40%. Ça, c'était les très bons. Mais ça veut dire que dans 60% des cas, ils entendent non. Et ça, il faut être capable d'encaisser ça et de recommencer, parce que des fois, les non, on les entend 6 fois de suite avant de prendre un oui. Donc, d'avoir cette ténacité-là. Et alors, par contre, je les rejoins totalement sur l'agilité comportementale. Et là aussi, ça s'apprend. C'est pas bien sûr que communiquer c'est plus ou moins facile, mais l'agilité comportementale s'apprend. Nous on a des techniques pour l'apprendre et c'est ce qui permet de bien s'adapter à chaque client. Donc ça s'apprend en repérant des profils clients et en comprenant leurs besoins spécifiques et en communiquant de manière spécifique avec eux.
Donc tout ça s'apprend. Mais je voudrais juste revenir sur un truc, je pense que vous serez aussi d'accord tous les deux. Alors c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de double prisme, parce que il y a aussi quand même, il faut en parler, je pense que c'est important pour les gens qui regardent et qui voudraient se lancer, il y a aussi quand même toute cette phase un petit peu où il faut aller guérir un peu ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il est réel et il existe vraiment, en tout cas pour certains. Et on a besoin d'être très extraverti, avoir des compétences relationnelles assez aisées comme je peux l'avoir, mais on peut quand même ressentir cet isolement et c'est très difficile de le surmonter. Mais il faut, et ça c'est pareil, comme tu le dis Sylvie, je pense que ça se travaille en fait. Ça se travaille et ça s'apprend. Et ça marche. Et ça marche. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas à l'école forcément à communiquer, à prendre la parole en public, à argumenter. On n'apprend pas à s'adapter à l'autre. Et pourtant, c'est des compétences qui s'apprennent. Enfin, moi, je l'apprends à mes clients, ça s'apprend. Et ça demande plus ou moins d'efforts selon son caractère, je dirais, à la base. Mais réellement, ça s'apprend. Et il y a des techniques pour l'apprendre. Même si c'est des compétences comportementales et sociales, on peut l'apprendre. Adrien, donc vous aviez à l'origine une formation d'avocat, vous êtes juriste. Est-ce que finalement, vous, au-delà de votre propre caractère, ensuite vous avez effectivement en fait vendu votre premier journal étudiant, vous avez réussi votre coup, si j'ose dire. Et est-ce qu'ensuite vous avez suivi des formations, vous êtes formé à la vente, ou ça a été plutôt quelque chose où vous êtes aguerri sur le terrain? Oui, j'ai eu la chance de rentrer dans l'entrepreneuriat comme un certain nombre d'entrepreneurs par le format associatif qui enlève une certaine pression, c'est-à-dire qu'on n'a pas de revenus de partage, et l'associatif étudiant encore plus parce qu'on est chez ses parents ou étudiants. Moi, j'étais barman à côté, donc je réussissais un petit peu à joindre les bouts comme ça. Mais en tout cas, le format associatif permet de justement faire des erreurs, se tromper, faire des plaquettes, apprendre de tout ça. Et là où j'ai eu la chance de commencer, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner, c'est aussi essayer de trouver une cible, une première cible, même si c'est pas la cible la plus grande que vous voulez sur vos projets, c'est une cible qui est réceptive et solvable. Moi, ma cible, c'était des cabinets d'avocats, des experts comptables, des fonds d'investissement, des banques d'affaires, sur les éditions qu'on tirait et puis après sur les sites d'emploi que j'ai créés. Et donc, c'est des cibles qui ont des besoins très forts, surtout qu'à l'époque, c'était entre 2007 2010, donc c'était l'avènement des réseaux sociaux, de la communication digitale, c'était tout le démarrage de tout ça. Et du coup, si les cibles sont réceptives et qu'elles ont vraiment un besoin, c'est ce qu'on appelle le product market fit, c'est vraiment le produit qui est adapté à un besoin du client à un instant T et des clients solvables, déjà, ça fait un bon cocktail qui facilite la vente. Si vous avez un produit qui est difficilement intelligible ou un bien qui est difficilement vendable et que la cible a des problématiques financières, on peut, je sais pas, se dire dans la dernière année, si vous vendez un logiciel de gestion pour les compagnies aériennes, ce n'est pas le moment où elles vont budgéter des nouveaux produits, si vous voulez. Donc, en choisissant sa cible et en s'adaptant à la cible aussi, c'est un moyen de faciliter l'apprentissage qu'on fait sur le terrain. Parce qu'effectivement, on peut faire des formations, on peut être coaché, et c'est très bien d'être entouré. Moi, j'ai plus eu la formation terrain, avoir fait les erreurs, etc. C'est une bonne formation, mais qui n'est pas complète. Si je devais faire un retour d'expérience critique, j'aurais bien aimé avoir des formations, notamment sur les pricing. Est-ce que on fait toujours le bon prix au bon moment, les bons packages, les bonnes réductions? Ça se fait un peu au feeling et en fonction des besoins, mais on a toujours la peur de dire j'aurais pu vendre beaucoup plus ou un contrat pluriannuel, etc. Et sur les modèles économiques, il y a de la formation à avoir. Il ne faut pas hésiter à se documenter et à se former via des coachs ou des outils en ligne parce que ça permet de renforcer peut-être l'appétence qu'on a commerciale au démarrage. Et alors vous, Emeline, vous aviez un diplôme de technique de commercialisation, donc est-ce qu'il vous a bien aidé à la fois pour Rancard Studio et puis dans les précédents jobs? Oui, il est ancien, mais il en reste toujours. Je pense qu'en plus, on intègre ce genre d'école, enfin d'école de commerce ou de DUT, comme j'ai pu le faire, parce que c'est aussi un état d'esprit. Donc ça, c'est quelque chose que je crois qu'on garde assez de façon récurrente tout au long de sa vie. Après, c'est vrai que j'ai occupé des jobs assez divers et variés qui m'ont permis de continuer dans ce domaine-là. Puis très rapidement, parce que j'ai vécu à l'étranger sur d'autres, donc je suis allée plutôt vers l'assistanat de direction, donc voilà. Mais l'avantage de ces postes pendant 15 ans, c'était que, je le disais aussi en amont, c'est que j'ai occupé des postes dans toutes
les formes d'entreprise possibles. Donc, j'ai vu tout, l'envers de tous les décors. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur une espèce de terrain en direct. C'est pas moi qui allais au front, mais en tout cas, je pense que j'étais au plus près en plus des choses décisionnelles. Donc voilà, je voyais très bien comment ça se pouvait se passer. Et on engrange vraiment beaucoup d'expérience. Et au-delà de ça, quand j'ai décidé de me lancer, tout simplement, là aussi, je suis allée chercher, bien sûr, même si j'avais toute cette formation-là, par exemple, voilà, j'ai quand même une bonne assise, que ce soit en compta ou en gestion administrative. Donc ça, c'était pas du tout un secret pour moi. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin par rapport à cette légitimité-là, d'aller taper à la porte de la CCI de Morlaix, en l'occurrence, puisque c'est là où j'habite. Et donc, j'ai fait la formation 5 jours pour entreprendre. Et puis, je suis passée par un pass création aussi. Donc là, c'est vraiment un accompagnement. Pas dans le froid. Non, même si je suis très comme ça, il y a un moment, j'ai dit, on va peut-être faire un petit peu différemment. Et donc, ça m'a vachement aidé parce que c'est vrai que cette formation, enfin, cet accompagnement pass création, il est dans le concret, quoi. Voilà, il répond à toutes les questions qu'on peut se poser. On prépare un prévisionnel, on forme un business plan, enfin voilà, quoi, et on va chercher un peu d'argent si nécessaire. Enfin voilà, c'est une vraie formation. Et après, quand je me suis sentie plus à l'aise, j'ai fait aussi une formation avec Live Mentor, mais je sais que vous les avez reçues, en tout cas la cofondatrice, voilà, donc avec Alex Dana. Sur le marketing digital parce que voilà, et c'est encore aujourd'hui un peu en chantier chez moi. C'est vrai qu'on a toutes les casquettes quand on est entrepreneur et donc il y a des choses qui mettent un petit peu plus de temps à se mettre en place et bon, c'est là où il va falloir travailler un petit peu, je pense. Mais en tout cas, je me suis essayé de m'armer le plus possible et d'avoir des aides un peu extérieures pour répondre aux lacunes que je pouvais avoir en tout cas. Mais il y en a d'autres. Mais... Sylvie, est-ce qu'il y a justement quelques techniques à connaître? Il y en a peut-être qui sont meilleures que d'autres, ou est-ce qu'il faut se former en fait régulièrement parce que les techniques évoluent en fonction effectivement du marché et puis de la manière dont les gens consomment ou achètent? Oui, ça fait plus de 25 ans que je fais de la vente et je dirais les techniques de la vente consultative parce qu'il y a plusieurs techniques. Elles évoluent peu. En fait, on va susciter l'intérêt du client, faire un sondage. En 2 mots, la vente consultative, comment ça se passe? La vente consultative, c'est la vente qui est en réponse aux besoins. Alors, c'est pas forcément que les besoins exprimés. Il faut aussi, avec cette méthode, on peut faire découvrir au client des besoins dont il n'a pas conscience. Et ça, il y a des méthodes pour ça. C'est parce que aujourd'hui, ma situation, parce que avoir un besoin, c'est avoir un désir de changer ou d'accomplir quelque chose. Donc, il faut que ma situation actuelle me satisfait pas complètement et j'ai besoin de la faire évoluer. Et il y a des techniques également pour faire émerger des besoins chez les clients. Donc, on va faire des sondages, en fait, des questions, et puis après, on va argumenter. Adrien parlait de preuves tout à l'heure, c'est important. J'argumente bien sûr avec des avantages et des bénéfices. Et pas une liste de caractéristiques, parce que ça, c'est pas la vente consultative. Et je suis dans une relation optimale avec le client où je cherche à lui rendre service. Il se trouve que par hasard, mon produit lui rend service. Mais l'attitude, c'est bien celle-là. Donc, en termes de technique, une fois qu'on les a acquises, elles sont bien acquises. En revanche, je pense que ce qui est important, c'est de faire des entraînements de manière régulière, ce que j'appelle du coaching live ou de l'entraînement comportemental. Pourquoi? Parce que c'est comme quand vous conduisez. Il y a un moment, vous passez en zone réflexe. Et quand vous êtes en zone réflexe, on a fait tous, on ne se rappelle plus par quel trajet on est passé. Eh bien là, dans la vente, quand on est en zone réflexe comme ça, on perd de l'écoute. Et si on perd de l'écoute, on perd de l'agilité comportementale, on perd de l'efficacité. Donc s'entraîner régulièrement, donc c'est quelque chose que je propose, mais je suis à côté, j'assiste à la façon dont c'est fait et à donner vraiment ce retour comme le fait un coach sportif, donner ce retour pour permettre aux champions de toujours progresser et surtout de ne pas régresser. Parce que les réflexes font qu'on peut régresser un petit peu. Donc, je dirais se former une bonne fois pour toutes parce que c'est une structure et c'est des techniques. Et une fois qu'elles sont acquises, elles sont acquises. Par contre, s'entraîner beaucoup pour développer son agilité comportementale. D'accord. Vous, Adrien, est-ce qu'il y a au-delà de vos débuts, juste quand vous étiez étudiant, mais ensuite dans les entreprises que vous avez créées, est-ce qu'il y a eu des erreurs que vous avez pu commettre et que vous avez rectifiées ou comment ça vous êtes maintenu justement sur un bon
bonne crête commerciale, si j'ose dire. Alors moi, j'ai jamais fait d'erreur. Non, je rigole. Ce serait vraiment. Je vais le croire, mais c'est ce qu'on. Je vais y aller par contre, moi, du coup. Non, au contraire, pour rassurer tout le monde, c'est normal de faire des erreurs, surtout sur les stratégies de vente client. Alors, il y a un panel d'erreurs assez large. J'essaie de les réunir en deux. La première, c'est le mauvais outillage de ma stratégie commerciale, c'est-à-dire on a une bonne stratégie, une cible clientèle, mais en fait, on est mal outillé en termes d'outils de mailing, de relance, d'un CRM, de gestion client, un logiciel de facturation, de RP, etc. Et ça peut ralentir énormément la force de vente. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps à faire de la gestion de relance, clientèle, de facturation, d'administratif, de mise en place. Et du coup, ça peut engendrer des soucis. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, même si vous êtes seul, vous pouvez utiliser des logiciels comme Pipedrive, même Salesforce gratuit jusqu'à un certain nombre. Vous pouvez tester un peu des CRM à droite à gauche, celle-ci, un logiciel français, pour voir un peu comment ça se structure. Mais ne faites pas avec un bon vieil Excel et des relances avec votre agenda parce que vous allez vous embrouiller. Donc ça, c'est plutôt sur la partie outillage. Et la deuxième partie, je dirais que c'était plus sur la partie, quand ça commence à se structurer, il peut y avoir un décalage entre les forces de vente et le marketing, c'est-à-dire ce qu'on annonce, ce qu'on vend, et la complémentarité avec les forces commerciales qui sont mises à disposition. Et souvent, il peut y avoir des décalages et donc des effets déceptifs pour les clients. Par exemple, si vous dites, voilà, on est là dispo 24 heures sur 24, mais que votre chat ne marche pas ou que votre force commerciale, il n'y a pas assez de monde pour remplir la mission que vous dites à vos clients, par exemple, hotline 24 heures sur 24, je prends cet exemple, il y a un effet déceptif et c'est une erreur que j'ai pu connaître, c'est-à-dire d'aller plus vite que la musique en disant, allez, on fait de l'acquisition, on est vraiment target que dans l'acquisition. Mais la gestion du temps client et le nombre de personnes pour gérer la croissance client, elle n'est pas allée assez vite et donc on peut se retrouver parfois dans des crises de croissance, entre guillemets. Et c'est ce qui a pu m'arriver une ou deux fois. Donc, il faut vraiment aller piano par étape, en fait, dans les objectifs. Et vous, Emeline, est-ce qu'il y a dans la jeune vie de Rancard Studio, est-ce qu'il y a un moment des erreurs où vous avez failli commettre, où vous avez commises et vous dites, bon, là, c'est bon, la leçon est apprise, je ne recommencerai pas ou... Oui, il y en a 1,5 million, je pense. Non, finalement, avec du recul, pas tant que ça. Mais pas tant que ça, oui. C'est vrai que là, Adrien a très bien résumé tous ces problèmes qui sont très chronophages pour un... parce que aussi, on est sur deux domaines assez différents parce que tu as un business qui est déjà bien établi. Donc là, c'est vrai que dans la gestion de clients, et heureusement que tu as l'outil à ta disposition. Moi, très honnêtement, pour l'instant, à 1 an d'expérience, ça va se mettre en place. Mais tu vois ça, j'en prends bonne note parce que pour moi, je suis entièrement d'accord, c'est totalement essentiel d'être bien outillé. Et même quand justement, plus on va prendre des bonnes habitudes au démarrage, et le moins on a de clients et le mieux on peut mettre ça en place. Et comme ça, tout est fait. Et ben, c'est comme l'avant-projet, c'est tout pareil. Il faut mettre toutes les bonnes choses dans les bonnes cases. Et après, on n'a plus qu'à prendre ce petit costume de commercial et d'y aller. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Alors après, c'est vrai que moi, oui, des erreurs, par exemple, du fait, je ne sais pas, ce petit syndrome, potentiellement être dans les relations commerciales, que ce soit avec, je ne sais pas, si je suis dans une boutique en commission ou par exemple, dans des discussions avec une entreprise pour faire une carte de vœux, par exemple, parce que là, je fais aussi de la prestation. C'est d'être gentil, en fait, évidemment, mais il faut parfois oublier cette passion et aller plus vers le business. Et ça, c'est aussi une démarche à équilibrer. Il ne faut pas oublier sa passion parce que c'est pour ça qu'on a monté l'entreprise. Mais aussi, il faut la faire vivre. Et puis, ce n'est pas avec un beau sourire qu'on va manger à la fin du mois aussi. Il faut dire les choses un peu concrètement, mais c'est vraiment ça. Et donc, voilà, il y a cette espèce d'ambivalence. Et il faut trouver son équilibre avec sa personnalité, avec ses techniques, avec plein de choses. Mais en tout cas, j'ai potentiellement eu parfois un peu tendance à dire oui et pas beaucoup non. Mais ça, c'est aussi à réfléchir parce que ça a des conséquences. Donc voilà, je dirais trouver son équilibre et surtout garder en tête que c'est un business aussi et il faut agir en conséquence, évidemment. Et aussi peut-être, moi, ce qui m'a beaucoup posé problème, et notamment, je pense justement à l'aspect e-commerce, c'est-à-dire que pour aller
cibler un autre public qui, moi, pour mon activité, est complètement différent de mon public en local, ma cible en local et ma cible sur Internet. Et du coup, donc, il a fallu vraiment… deux clientèles différentes. Ah ouais, mais totalement, vraiment totalement. Et donc, ce qui fait qu'il faut aussi pré-réfléchir, par exemple, à son site Internet. Et moi, et je le suis, je travaille beaucoup dessus, mais je pense que ça, il faut que les gens qui nous écoutent en aient conscience, c'est quand on est il faut lâcher prise avec la perfection. J'étais tellement obnubilée par le fait de bien faire, de bien cibler mon site, qu'il y ait telle chose que… Mais j'ai mis quasiment 1 an à faire ce site. Ouais, mais 1 an, c'est 1 an où on vend pas. Il y a une phrase qui répond très bien à ce que tu dis, c'est ça, c'est que même un produit… Ah pardon, excuse-moi Bruno. Non, vas-y. Il y a une phrase qui répond très bien à ça, c'est que même quand on lance un produit ou une entreprise, quand on dit que le produit est parfait, c'est qu'il est trop tard. Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et donc voilà, et moi je rigolais un petit peu au début quand j'ai pu entendre soit en discussion avec les coachs de Live Mentor ou même à travers mes expériences, je dis non, c'est archi vrai. Vraiment, il faut savoir à un moment lâcher prise. Il faut lancer en ligne et puis ça va se faire au fur et à mesure. Il faut revenir dessus, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas perdre de temps. C'est tout ce qu'on fait quand on est jeune entrepreneur, c'est hyper chronophage. Alors il faut y aller, quoi. Sylvie, dans les gens que vous avez pu accompagner dans ce côté commercial, quelles sont les erreurs finalement les plus classiques ou les plus fréquentes que vous avez pu rencontrer et comment on les rectifie, quoi. Alors, les 2 erreurs les plus fréquentes, c'est d'abord de ne pas faire de relance commerciale. Donc, ce que moi j'ai pu voir dans mon métier, c'est qu'en moyenne, la vente se conclut au bout de 7 relances. Donc, ceux qui n'osent pas faire des relances en laissant la main au client, alors ça, c'est une très, très mauvaise idée. Ne pas laisser la main au client, garder toujours le lien là-dessus et tant qu'il n'a pas dit un non final, effectuer des relances. Je répète, au bout de 7 relances. 7 relances, oui. En moyenne. Donc, bien sûr, il y en a qui se concluent au bout de 2 et d'autres de 15, mais jamais lâcher le lien, en fait. Et ça, c'est garder sa ténacité là-dessus et pas faire de relance parce que j'ai peur de déranger le client ou que moi, j'aime pas comme relance. Ça, c'est une très mauvaise idée. Et la deuxième erreur classique que j'ai pu voir sur des commerciaux qui faisaient que ça toute la journée, c'est de faire de l'argumentation directe. Alors, une argumentation extrêmement bien faite, avec les caractéristiques, les avantages, les bénéfices, les preuves, tout ce qui va bien. Mais on se retrouve à vendre une tondeuse à quelqu'un qui n'a pas de jardin. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Donc on peut la vendre très très bien, sa tondeuse, mais s'il n'a pas de jardin, il n'en fera jamais rien. Donc toujours valider qu'il y a un besoin. Et ça, c'est vraiment les 2 erreurs, parce que pris par la passion, voilà, je vais vendre, je propose mon produit, mon service, le client nous écoute, et puis bon, à la fin, il n'a pas de jardin. Voilà. J'ai une anecdote là-dessus, parce que quand j'ai fait ma présentation pour faire une carte de vœux aux entreprises, j'avais une espèce de mécène, un monsieur très sympa qui avait mis au pot pour ma campagne, etc., puis que je ne connaissais pas, et qui travaillait dans une entreprise et qui m'a introduit auprès de son dirigeant ils ambitionnaient pour la fin de l'année, donc je ne sais plus, ça devait être en juillet, pour la fin de l'année, de faire une carte. Et moi, j'étais alors ravie parce que je me suis dit, waouh, chouette, mon premier contrat, Dana. Et donc, moi, toujours gentille avec le sourire, je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc, je lui ai dit, je vais vous faire 3 propositions. On va discuter de comment vous voyez la chose, et puis je vais vous faire 3 propositions. On discute pendant, je ne sais pas, moi, peut-être, on a 6 échanges téléphoniques, mais avec ce monsieur, pas avec le dirigeant. Et au bout d'un moment, j'affine le truc, genre en entonnoir, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'il voulait. Mais moi, j'étais focus sur l'artistique. Et j'étais pas focus sur le fric. Et le truc, c'est qu'au bout de 6 fois, parce que je travaillais en collaboration avec mon frère sur ce truc-là, je lui dis, écoute, là, on va dans le mur. Enfin, je sais pas, je vois pas ce qu'il veut, en fait. Et tout d'un coup, j'ai eu le déclic. J'ai dit, non, attends, à mon avis, j'ai pas pris le truc par le bon bout. Et je dis à ce monsieur, j'ai dit, écoutez, le plus simple, c'est que vous demandiez avec le patron, c'est quoi l'enveloppe, en fait. Parce que là, j'ai fini par comprendre qu'en fait, l'année d'avant, il l'avait fait évidemment sur Internet, et que quand on crée soi-même sur Internet, ça va coûter peut-être au bas mot 1,50 €, 2 € l'unité pour 500 exemplaires, par exemple. Sauf que moi, je suis à presque 6, quoi.
Ouais. On n'est pas du tout sur le même rapport. Et tout d'un coup, j'avais pas eu cette expérience-là avant. Il m'a fallu comprendre qu'effectivement, en fait, il faut démarrer par ça. Donc ça, c'est valider le budget, Emeline. Hein. Oui, donc valider le besoin et ensuite valider le budget. Exactement. Je ne crois pas avoir. Une petite question là, dans le public, c'est pour vous, Adrien, quelqu'un qui aimerait bien que vous rappeliez un peu les logiciels que vous pouvez utiliser, notamment en CRM, ou vous avez cité quelques noms de logiciels, les répéter, je pense. Ça serait... Alors, il y en a vraiment énormément en fonction de vos besoins. Donc, je ne peux pas lister tous les CRM français. Nous, il y en a. Les logiciels, alors c'est comme les produits que vous utilisez, faites le plus simple. Ne prenez pas une usine à gaz avec un millier de fonctionnalités. Le plus simple au début, c'est d'avoir des bonnes fiches contacts complètes de vos clients, d'avoir des outils qui permettent de vous relancer pour les relancer, donc de ce qu'on appelle task management, donc des management de tâches, et des outils qui collaborent avec votre boîte mail. Donc, si vous utilisez Gmail, etc., comme ça, vous suivez toutes les informations clients, l'historique des conversations, et vous pouvez laisser des notes, etc., et la possibilité de les relancer, de les facturer, etc. Il y a des outils comme Pipedrive, donc Pipedrive, qui est souvent le logiciel qui est bien utilisé quand on démarre une activité parce qu'il y a une vision, ce qu'on appelle une vision Kanban, donc client contacté, enfin prospect contacté, prospect à relancer, etc., etc. Donc, qui vous permet de déplacer les clients en fonction du stade de l'évolution commerciale que vous avez avec eux. Et c'est très imagé, donc c'est très clair. Après, il y a énormément d'outils. Et puis, si vous voulez, on pourra laisser des contacts ou quoi pour me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Sur LinkedIn, je réponds à tous mes messages LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. Je vous passerai des informations en fonction de vos besoins sans problème. Et moi aussi, j'en aurai quelques-uns. Par la formation Live Mentor, justement, c'est un panel, ils ont un vivier d'applications que moi, pour l'instant, j'ai pas forcément mis en place, mais en tout cas, j'ai pas mal de références aussi. Donc, sur LinkedIn, on essaiera, en tout cas, chacun de répondre à vos besoins. Bien. Nous arrivons déjà au terme de cette conversation. Le mot de la fin, pour un mot, chacun va donner le sien. Finalement, Emeline, quel conseil vous donneriez à l'entrepreneur qui doit se lancer dans la vente, qui doit maintenant passer il est un peu multiple. Je dirais que déjà, ça c'est sûr qu'à un moment il faut se former. Ça c'est évident que ça s'improvise pas. Ça c'est certain. Je suis entièrement d'accord sur le fait que ça ne s'improvise pas. Mais en même temps, il faut trouver. C'est ce que je disais encore tout à l'heure. Il faut trouver son équilibre entre le soi et le du. Donc, il va falloir juste essayer de mêler les deux parce que finalement aussi, l'aspect commercial, quand on ne l'est pas, c'est pas la meilleure partie quand même, il faut bien le dire. En tout cas, c'est mon cas et très honnêtement, mais il est incontournable. Mais voilà, donc il faut aussi prendre en compte que c'est pas forcément son envie, mais il faut y aller. Et donc, il faut faire cette espèce de composition, mais on peut très bien faire avec le sourire, ça passe très bien. Et donc voilà, donc il faut, je pense, vraiment s'armer, mais en même temps, rester un peu soi-même. Et puis après, je crois aussi l'élément essentiel, c'est le réseau, vraiment. Je crois que quand on démarre et quand on va plus loin et qu'on passe des steps, comme c'est en train de m'arriver, sachez en tout cas qu'il y a énormément de bienveillance si vous êtes à l'écoute. Les gens, ils sont géniaux, vraiment. Donc, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir puiser dans les expériences les uns des autres. Nous, on s'est beaucoup fédérés aussi. Moi, je fais partie du réseau... j'ai fait partie du réseau Femmes de Bretagne, je ne fais plus, mais je vais refaire, ou Bouge ta boîte de Marie-Éloi, qui est quand même connue dans l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, il y a plein d'outils vraiment aujourd'hui, le coworking, je ne sais pas, il y a tellement de choses, il ne faut pas rester tout seul, c'est un peu dangereux. Donc voilà, mais en tout cas, s'armer. S'armer. Vous, Adrien, le conseil pour ça? Écoute, plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait de la pratique de l'écoute des clients, avoir un pipe et des outillages. Je dirais quand même, c'est d'avoir les 2 derniers conseils que je donnerais, c'est de vraiment bien connaître son produit ou son service. On peut pas, il n'y a pas de place à l'improvisation. Et puis, pour tout ce qui est force commerciale que vous mettez en place, soit vous, soit vos équipes, soit vos associés, il faut que ce soit un maximum mesurable. Parce que c'est après que quand vous ferez des campagnes de prospection, vous pourrez mesurer de la qualité de vos actions par rapport aux revenus générés, nombre de calls, nombre de relances. Tout à l'heure, Sylvie parlait de 7 relances en moyenne. Peut-être que vous, ce sera moins, peut-être que ce sera plus.
Mais en tout cas, si vous ne mesurez pas, vous ne pourrez pas prendre des décisions pour améliorer le processus de vente. Donc, il faut bien mesurer tout ça. Ce sera mon conseil. Et vous, Sylvie? Alors, bien sûr, je veux dire que se former, hein, surtout Ouais. si vous n'avez pas la compétence commerciale, hein, comme je vous ai expliqué, c'est une compétence qui s'acquiert. Donc, évidemment, se former, je vous rassure, hein, les formations, c'est assez rapide et les techniques, je sais que nous, on peut former en 2 jours, hein, donc c'est assez rapide. Et après, pratiquer avec la conscience qu'il faut encaisser le non. Voilà, le non. Et puis un non aujourd'hui, c'est peut-être il faut préserver la relation parce que c'est sûrement un oui demain. Donc préserver un maximum la relation client. Et si j'ai conscience que un non, c'est déjà un contact, c'est déjà quelque chose, j'ai pu apprendre, j'ai pu expérimenter mon argumentation, c'est top. Et je vous rappelle, hein, même les meilleurs, ils ont des noms, et beaucoup. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les 3 pour cet éclairage, ces petits conseils pratiques, ces astuces et ces grands principes aussi qu'il faut savoir donc respecter pour mener une bonne action commerciale. Donc le salon SME Online et le Figaro Entrepreneur vous donnent rendez-vous pour une nouvelle journée live qui aura pour thème où créer sa boîte et dans quelle région. Merci encore à tous les 3 et au plaisir de se retrouver une prochaine fois sur ce salon live. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Le temps de couper la caméra et on sourit.